Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci de cette invitation. Ce n'est pas la première fois que je viens en ces lieux pour participer à des débats et j'ai toujours été non seulement accueilli de la plus belle des façons, mais en même temps, nous avons eu droit, durant les soirées qui se sont déroulées ici, à des débats de qualité avec la volonté de comprendre et de faire avancer le dossier de nos sociétés plurielles désormais et de la meilleure compréhension, que ce soit entre les rives de la Méditerranée, que ce soit à l'intérieur même de l'Europe et ici, de façon aussi importante, sur la question de la présence aujourd'hui de ces musulmans en Europe, de la question des identités, puis de la question des relations entre les différents pays et les différentes nations, sur le plan européen autant que sur le plan international. Alors, comme le temps est compté et que le sujet est complexe, ce que je vous propose, c'est une réflexion en 3 moments. Simplement d'abord une introduction sur la terminologie employée, et puis ensuite 2 parties sur un certain nombre de réflexions autour des thèmes qui nous sont proposés. D'une part sur la question justement de ce passage entre diaspora et identité, ce sera la première partie, et l'évolution de ces réflexions. Et la deuxième partie, l'analyse de 3 phénomènes que l'on peut constater sur le terrain quant au positionnement vis-à-vis des pays européens, mais également vis-à-vis des pays d'origine, sur la question, par exemple, de l'appartenance religieuse. Donc j'y reviendrai, ce sera la deuxième partie, puis ensuite j'irai directement à ma conclusion. Donc permettez-moi, en guise d'introduction, simplement de parler de 2 points. Le premier point, il me paraît important, c'est l'usage du terme diaspora. Il est là, il est dans notre titre, et c'est un terme que pour plusieurs raisons, je n'utilise jamais et auquel je ne fais pas référence. Et là, j'aimerais expliquer pourquoi, parce que je reviens du Canada. Nous étions au Canada à l'université de York et on a eu un séminaire de 3 jours autour de la question des diasporas et un débat extrêmement chaud entre les partisans et les opposants de l'usage du concept. Alors, encore une fois, si on dit clairement ce que l'on entend par diaspora, comme si l'on dit clairement ce que l'on entend par les termes, tous les termes sont possibles, mais encore faut-il les définir. Reste que dans l'usage courant, le terme diaspora réfère à 2 réalités. Il réfère à la réalité première qu'il existe un centre quelque part et quelques communautés qui sont réparties à travers d'autres sociétés qui ne sont pas les sociétés prioritaires de ceux qui s'y trouvent, la société prioritaire étant le centre. Donc il y a quelque part un centre, il y a quelque part une origine, et on se retrouve à quelque part complètement répartis, et donc on serait les diasporas des autres pays référant à un centre qui serait notre pays naturel. Du point de vue théologique ou simplement juridique ou simplement de la compréhension du message universel de l'islam, cette réflexion-là est caduque et n'a pas de fondement. Il n'y a pas d'origine qui soit liée à une géographie, si ce n'est, si vous voulez, le fait de se tourner dans une direction pour prier, mais pour les musulmans sénégalais comme pour les musulmans indonésiens, le fait de se tourner vers la Mecque pour prier n'a jamais été confondu avec la source même d'où nous devrions tous, ou à laquelle nous appartiendrions tous d'un point de vue d'une identité construite ou idéalisée. Donc, premier élément, question sur le sens même du terme. Et quand le terme ne veut pas référer à l'idée d'une origine spécifique dont on se serait éloigné en se trouvant dans un lieu qui n'est pas notre lieu naturel, il y a l'idée de non pas l'origine ou de l'appartenance à un centre plutôt, mais de la source. Quelque chose proviendrait d'une source. Donc il y a soit l'idée d'un centre géographique qui serait lié à la périphérie des autres, soit l'idée d'une source et on proviendrait d'un lieu particulier ou d'une origine particulière en termes de référence, soit légale, soit même culturelle. Et là aussi, ni sur le plan légal, ni sur le plan de la tradition musulmane, vous ne trouverez de justificatif à cet emploi.
Et donc c'est pour cela que ni dans le centre géographique, ni dans la source philosophique ou théologique ou religieuse, ou dans la source même des pays dits d'origine, il y a quelque chose qui pourrait, à mon sens, justifier l'usage du terme. Mais il y a plus grave que cela, en fait. Si, à mon sens, scientifiquement, dans l'étymologie même du terme, ou même psychologiquement, disons philosophiquement, dans l'usage du terme, j'aurais un problème, j'ajouterais une troisième dimension qui est la psychologie qui sous-tend l'usage du terme. Quand vous dites à des gens qui vivent dans votre pays, ici en Espagne, vous faites partie d'une diaspora, vous construisez deux choses. Dans la société qui les regarde, l'idée qu'ils ne sont pas des nôtres, dans eux qui se définissent par rapport à la société, l'idée qu'ils ne sont pas ici chez eux. Et donc on envoie un message à partir des terminologies que l'on emploie de la différenciation avant l'appartenance. Et ça, pour moi, c'est très problématique, parce que ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Autant je peux comprendre que pour une première génération, se penser en diaspora pour se protéger culturellement, ça a été le fait de toutes les diasporas, de toutes les immigrations. Ça a été le cas de l'immigration espagnole, italienne, polonaise. Tous les gens qui ont immigré se sont protégés. On a pu construire autour de l'idée qu'on était loin de l'origine un sens de la protection. Mais quand aujourd'hui des femmes et des hommes se disent européens et sont des citoyens, continuer à utiliser ce terme, à mon sens, est psychologiquement contre-productif, scientifiquement infondé, philosophiquement problématique. Donc voilà une première chose que je voulais mettre en évidence. La deuxième chose que je voulais mettre en évidence, c'est justement parce qu'à mon sens, ce que pourrait empêcher l'usage du terme diaspora, c'est l'émergence d'une nouvelle donnée de nos sociétés plurielles et démocratiques, les sociétés européennes, les sociétés occidentales, mais pas seulement, encore une fois, nous sommes ici, c'est pour ça que je parle de l'Europe, mais c'est quelque chose qui est une réalité dans beaucoup de pays du monde, mais pour nous, ça nous touche de plein fouet parce que non seulement la réalité de la société plurielle sur le plan culturel et religieuse est intellectuellement nouvelle pour nous, c'est-à-dire que nous prenons et nous réalisons dans les 20 dernières années qu'il y a une nouvelle visibilité, ce qui n'est pas vrai sur le plan historique. Sur le plan historique, cette présence, elle est ancienne. Elle est ancienne même en Europe, avec une partie de l'Europe que nous avons négligée, c'est l'Europe de l'Est, mais elle est ancienne même avec la présence de beaucoup de femmes et d'hommes entre les deux guerres et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais leur présence était hier invisible, elle est devenue aujourd'hui visible, et cette nouvelle visibilité nous interpelle sur la question du caractère pluriel de nos sociétés. Et en continuant à utiliser diaspora, en continuant à se référer à la géographie ou à l'origine, on risque de manquer le vrai débat sur la question de l'identité ou des identités aujourd'hui, ou en tout cas de le restreindre ou de le réduire à ce type d'approche aujourd'hui que nous avons partout. J'étais dans l'avion aujourd'hui, j'ouvre le journal, le Herald Tribune, et j'entends qu'une chanteuse de rap française est en train de mettre à mal le concept de Frenchness, donc le fait d'être français. Mais j'étais avant-hier en Angleterre, et avant-hier en Angleterre, une conférence sur l'islam et les musulmans dans le monde aujourd'hui, au centre de cette question, Britishness, la question d'être britannique. Il y a 3 semaines, nous étions dans un débat en Hollande, et la même chose, Dutchness. Qu'est-ce que c'est qu'être hollandais? Cette idée de l'identité qui va se réduire vers quelque chose qui est qu'est-ce que c'est qu'être espagnol, qu'est-ce que c'est qu'être belge, qu'est-ce que c'est qu'être français, la réduction de l'identité à une dimension parce qu'on a peur de la visibilité, parce qu'on a peur de la diversité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on vienne avec un discours extrêmement clair sur le fait qu'il n'y en a pas un. Mais ça, c'est une position de principe et une position vis-à-vis du réel. Ce n'est pas simplement une position philosophique, c'est une position vis-à-vis du réel. Les individus qui constituent les sociétés aujourd'hui qui sont les nôtres en Occident. Mais encore une fois, j'en parle que de l'Occident parce que c'est notre lieu ici, mais je pourrais dire ceci dans beaucoup d'autres lieux du monde. Mais les individus qui les constituent ne sont pas liés à une seule dimension de leur identité. Je répète et je dis souvent que nous avons de multiples identités. Non seulement elles sont multiples, mais elles sont en mouvement. Jamais nous n'avons la même identité tout le temps, toute notre vie, elles sont en mouvement. Et donc il faut distinguer la question de l'identité qui serait liée à la philosophie ou à la religion, qui donnerait celle à laquelle je peux donner, à partir de laquelle je peux donner un sens à ma vie, à la mort, à la vie après la mort, qui est une identité qui peut être religieuse, mais qui n'est pas la même que mon identité de passeport, celle avec laquelle je vote. Oui, c'est laquelle je vote. Donc j'ai l'identité citoyenne, mais j'ai aussi l'identité religieuse et philosophique, mais ce n'est pas tout. J'ai aussi une dimension culturelle.
il est certain que si vous allez en Angleterre, à partir de l'Espagne, vous sentez une différence culturelle. Mais cette différence, ce hiatus culturel qu'il peut y avoir entre l'espagnol et l'anglais est moins grand que si vous allez en Afrique ou dans des autres lieux. Donc il y a des convergences culturelles malgré la diversité, mais on peut se sentir européen de culture. Il y a des sens communs, on sent qu'il y a quelque chose qui nous approche et qu'on ne sentirait pas de la même façon dans une autre culture. Donc on peut être maintenant avoir une autre identité qui est une identité culturelle plus large, celle de l'identité culturelle européenne, par exemple. Mais on peut aussi avoir une identité dans la vision des choses. Je rencontre aujourd'hui des gens qui viennent d'appartenance spécifique au niveau philosophique, mais qui ont des visions, c'est ma position en l'occurrence, c'est d'avoir une vision sur l'universalisme, c'est-à-dire être universaliste par principe, mais ça constitue mon identité philosophique aussi, et ça me paraît important. Donc, une multiplicité d'identités et qui sont en mouvement. Et je crois que cela, si on ne part pas de cette réalité concrète sur notre terrain, et qu'on ne le voit pas sur notre terrain, si on s'enferme dans nos identités réductrice ou réduite par la crainte de l'autre ou par la crainte de la perte de soi, parce que le meilleur moyen de revenir à l'exclusivité sur soi, c'est avoir le sentiment de se perdre soi. Donc on vient à quelque chose que l'on ferme et que l'on renferme. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut effectivement faire très très attention. Donc je dirais que l'usage même du mot diaspora pourrait être un frein à la compréhension de ces multiples identités. Parce que celui que l'on met dans le cadre de la diaspora a d'abord une identité, celle de l'origine ou celle de la source. Et on l'enferme, et même, en fait, on permettrait à des identités de se construire comme l'autre. J'étais avec Roger Ballard, un anthropologue en Angleterre, et qui me disait à moi, qui me dit, mais tout ton discours là, il est, regardez, comme il le prend très très frontalement, il me dit, mais tout ton discours là, c'est gentil, tout ça c'est bien, multiplicité, mais en fait, il ne faut pas que tu oublies une chose, la culture européenne et le projet européen s'est construit contre l'autre, elle s'est construite contre ce qui n'était pas elle au sud de la Méditerranée. Donc en fait, il dit, tu fais entrer dans le débat européen des choses qui au départ sont exactement à l'opposé de ce à quoi ce sur quoi l'Europe s'est constituée. Alors, il n'a pas complètement tort. Il y a évidemment une idée de l'Europe qui s'est constituée vis-à-vis de ce qu'elle n'était pas. Mais est-ce qu'il n'y a que ça qui définisse l'Europe, ce qu'elle n'est pas ou se définit dans ce qu'elle n'est pas, ou est-ce qu'il y a d'autres façons aujourd'hui de poser le débat? Parce qu'il faut bien que l'Europe se réconcilie avec elle-même. Au moment des propos du pape sur les racines de l'Europe, je disais que ce qui peut-être aujourd'hui est de plus en plus évident, c'est que au-delà du dialogue des civilisations, l'Europe a peut-être moins besoin de parler avec autrui que de parler avec elle-même. L'Europe ignore ses racines, s'ignore, et parce qu'elle finit par s'ignorer, se définit contre ce qui n'est pas elle exclusivement contre, ou alors réduit son passé. La réduction du passé étant l'expression de la crainte du présent. Donc, ça me paraît être des éléments d'introduction longue, et je vais aller simplement maintenant point par point sur ce qui est mon développement pour respecter le temps qui nous est imparti. Simplement pour dire une chose. On ne peut pas, dans un débat comme celui-ci, s'en tenir à des considérations philosophiques ou à des grandes considérations sur des pétitions d'intention. Il faut effectivement aussi considérer la temporalité. Ce sont des thèmes et des débats dont il faut comprendre que si nous les inscrivons dans la perspective du temps, on va s'apercevoir que les choses évoluent grandement. Moi, je n'hésite pas à parler de révolution silencieuse sur plusieurs plans, mais simplement sociologiquement, sur le plan du terrain, un certain nombre de choses ont évolué dans les questions que se posent les acteurs de la vie aujourd'hui européenne. Il faut imaginer, il y a 25 ans, si vous écoutez les discours il y a 25 ans, de ceux qui sont arrivés, les premières questions qu'ils pouvaient avoir étaient de trois natures, qui étaient à peu près identiques, mais qui étaient surtout, les premières c'était, et encore une fois, ce n'est pas spécifiquement islamique, c'est toutes les migrations ont vécu ça. C'est comment fait-on pour vivre dans un lieu qui n'est pas le nôtre et protéger notre culture et notre religion. Ces questions-là, elles étaient là. Donc la première des choses qui a été posée comme question, ça a été l'intégration culturelle et religieuse. C'est-à-dire comment on s'intègre en se protégeant, ou comment on reste soi en s'intégrant à un nouveau cadre social.
À quoi s'ajoutaient dans les premières années de la présence des questions qui se posaient naturellement pour certains et qui étaient temporaires pour d'autres? C'est la réalité de l'intégration socio-économique, c'est-à-dire par l'emploi, par la présence sociale. Pour certains, c'était fondamental. Si vous étudiez toutes les luttes ou tous les modes d'intégration dans des pays comme l'Angleterre ou comme la France ou relativement comme la Belgique, vous apercevez qu'il y avait des vraies questions sociales, il y avait des vraies questions d'emploi, et qu'il y avait une part de l'intégration des élites, de ceux qui étaient des représentants des travailleurs, qui se faisaient par les syndicats, qui se faisaient par le Parti communiste, par exemple, qui a été très très important dans les deux pays, soit la gauche, soit le Parti communiste. Donc il faut se rendre compte de l'évolution aussi du propos, c'est-à-dire que les premières réflexions autour de l'intégration, elles se font autour de la question culturelle, religieuse et aussi autour de la question socio-économique. Et ça a évolué. Il faut se rendre compte que ça a évolué. Autant sur la question strictement religieuse. Sur la question strictement religieuse, le discours musulman a énormément évolué. Mais pourquoi? Pas parce que, encore une fois, c'est un discours tortueux qui ne dit pas la vérité. C'est simplement parce qu'il y a une meilleure connaissance du cadre européen, du cadre occidental, et il y a eu une meilleure compréhension. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour des gens qui viennent de sociétés pour lesquelles la laïcité ou la sécularisation, ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est tout sauf la démocratie. Quand vous arrivez dans un pays où on vous dit ça, c'est la laïcité, la mémoire de l'origine, c'est que la laïcité, c'est la colonisation, c'est pas la démocratie, c'est le dictateur. Je veux dire, toutes les références dans le monde musulman de ce qui est la laïcité, c'est vraiment pas des démocrates. Je veux dire, de Kemal Atatürk, encore une fois, si vous regardez les faits, pas l'image idéalisée d'Atatürk, mais les faits, la façon dont il a imposé les choses, de Nasser, de Hafez el-Assad, de ce qu'a été même la perception de la laïcité en Afrique du Nord, ce n'est pas du tout le processus démocratique. Donc, les gens qui viennent dans un premier temps, vis-à-vis de cet environnement, la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est se protéger. Comment on protège le religieux dans un univers pour lesquels, ou dans une référence qu'on comprend comme... Attendez, il faut savoir que dans certaines littératures arabes, la laïcité s'appelle el-ladiniya. L'adiniya, pas de religion, c'est-à-dire c'est là où il n'y a pas de religion, c'est pas où on neutralise là. Bon, ok, je vais voir ça tout de suite, mais voilà, donc il faut se rendre compte que ça, la compréhension du lieu, de ce que c'est que la laïcité, ça a énormément évolué. Il y a même des gens en France, en Belgique, qui ont redécouvert Ben Badis, par exemple, un savant musulman algérien, à la suite de leur expérience, et qui ont commencé à réaliser qu'est-ce que voulait dire Ben Badis quand en Algérie, il avait demandé aux Français d'appliquer sur lui la laïcité. Il l'a demandé en Algérie des années avant que les musulmans arrivent dans la laïcité française. Donc tout ça, ce sont des redécouvertes. Évolution rapide. Et de cette évolution-là, les intégrations se sont faites au point qu'on en est arrivé aujourd'hui à des débats de plus en plus pointus, jamais achevés. Jamais achevé, il faut encore comprendre qu'on est dans une situation de transition, sur ce qu'on peut appeler l'intégration légale. C'est en quoi il y a une étude sur la dimension légale de l'islam pour arriver à une intégration dans la législation commune des pays. Et ça aussi, ça a énormément évolué. Des positions qu'on ne pouvait jamais imaginer il y a 20 ans, aujourd'hui, se sont exprimées sur beaucoup, beaucoup de plans. Oui, ça passe de l'acquisition de la nationalité au fait de participer à la vie politique aujourd'hui, ou au concept prégnant de la citoyenneté. Il faut entendre aujourd'hui des savants musulmans qui, il y a 25 ans, disaient aux musulmans, vous ne prenez pas la nationalité française, vous ne prenez pas la nationalité britannique, vous devez rentrer chez vous, parce que c'est là-bas où vous devez vivre, et aujourd'hui qu'ils leur disent, non seulement vous devez être citoyen, mais vous devez voter, et vous devez contribuer en 25 ans, une génération où les mentalités ont évolué. Qui disent quoi, en fait? Que l'intégration religieuse, dans les grandes lignes, elle est acquise, mais pas terminée, encore une fois, c'est un processus, que l'intégration légale, elle est en mouvement, mais qu'elle évolue, que l'intégration culturelle, aujourd'hui, elle est une vraie question, mais elle est une question elle est acquise, c'est-à-dire qu'on admet qu'on est de culture européenne, mais avec des vraies questions, mais qu'on se pose tous. Quand on vient avec une langue étrangère et qu'on veut une vraie intégration culturelle, la vraie intégration culturelle de celle ou de celui qui vient avec une langue étrangère, c'est de perdre sa langue d'origine ou c'est de parler deux langues? Ah, bonne question. C'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est que l'intégration culturelle? C'est de perdre la mémoire de l'origine ou c'est de cumuler les mémoires?
Pourquoi est-ce que c'est important que nous tous, on se pose la question en Europe? Parce que ça a à voir avec nos enseignements officiels. Est-ce que dans nos enseignements officiels, on reconnaît la multiplicité des langues et des origines, donc on les intègre, ou est-ce qu'on demande à l'intégration culturelle de diminuer l'importance de la langue d'origine, voire de diminuer la mémoire de l'origine, et on dit il y a un socle qui est Britishness, Spanishness, enfin vous savez tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une vraie question, mais encore une fois, elle ne se pose pas uniquement à ceux qui parlent de l'intégration culturelle, elle se pose à la société multiculturelle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on fait avec ça dans nos programmes d'enseignement? Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que tout cela a évolué. Ça a évolué sur toute l'Europe, sur tout l'Occident, mais il faut aussi qu'on comprenne une chose. Ce que j'aimerais dire... combien de temps il me reste? 5 minutes, 7 minutes? Non, il faut me dire. Hein. Ils me disent ça, mais ils ne savent pas. Je suis toujours resté très égyptien avec le temps. Ça peut être très long. Non, sérieusement. Alors, simplement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça a évolué dans tout l'Occident, mais qu'il y a une donnée très importante. C'est qu'en même temps que ces évolutions, elles se font, parce qu'il y a des traits communs, il y a une vraie dimension nationale à ces évolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réflexion. Elle est claire, par exemple, ici en Espagne, avec ceux que j'ai pu rencontrer, des leaders musulmanes et musulmans qui sont ici, il y a une vraie compréhension des enjeux, même, par exemple, de tout l'enjeu de la Catalogne, de Madrid, des minorités. Le type du rapport aux minorités, ce n'est pas du tout le type de la République française unique et... Non, on n'a pas ça. Et vous allez en Belgique, et là, vous voyez que même quand vous êtes avec des musulmans qui viennent plutôt du côté flamand, ils ont intégré les données. Et alors, quand vous allez en Angleterre, ils ont parfaitement compris. Donc, on a aussi une espèce d'adaptation à la psychologie collective, aux données culturelles nationales. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement des musulmans européens avec une culture islamique européenne, il y a des cultures islamiques européennes, des cultures islamiques européennes réelles qui sont en train de montrer leur enracinement, encore une fois, avec des grandes lignes sur le plan légal, sur le plan religieux, mais des distinctions. Et ça, c'est important parce que les uns et les autres sont en train aussi de poser des questions. Dans un débat que nous avons eu justement le European Muslim Network, on a pu voir aussi qu'un certain nombre des questions qui étaient posées aujourd'hui sur la question de l'individu citoyen en France avaient des résonances en Europe du Nord, avaient aussi des résonances différenciées par rapport à ce qui est en train de se passer en Angleterre, sur les types d'appartenance aux communautés. Ça, ce sont des choses qui sont aussi, en fait, la présence musulmane, par les débats aussi qu'elle suscite dans ses rapports à l'identité nationale, est en train aussi de révéler à elle-même l'Europe dans sa diversité. C'est-à-dire, vraiment, on sent aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont très, très, très enracinées, qui ne sont pas du tout abordées de la même façon sur ces questions-là. Autre chose que je voulais mettre en évidence et qui sont liées aussi à l'évolution, et il faut espérer que ça va se passer, c'est ce que j'appelle l'institutionnalisation de la présence. L'institutionnalisation de la présence en Europe, c'est effectivement aujourd'hui de plus en plus d'institutions basées en Europe, formant des cadres en Europe, formant des imams en Europe. C'est vraiment aujourd'hui, on en est vraiment au balbutiement. Nous sommes loin d'avoir acquis ce qui est nécessaire. Mais c'est le seul moyen. Si vraiment nous sommes sérieux sur la multiplicité des identités, sur le rapport au cadre national et européen, il faut aujourd'hui que cette institutionnalisation, elle se fasse. Mais qu'on soit clair, une institutionnalisation selon les normes édictées par le cadre sécularisé, le cadre européen lui-même. C'est-à-dire que les États peuvent faciliter l'institutionnalisation, ils ne doivent en aucun cas les contrôler. Or, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est ce passage entre faciliter et contrôler, parce que aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, il y a plutôt des organes de contrôle plutôt que des organes de facilitation. Ça vient de quoi, ceci? Manque de confiance entre les différents partenaires du projet social. Autour de la question religieuse, c'est une évidence. Le terrorisme, qui jette justement une lumière de suspicion sur ces dynamiques-là. Il y a, d'un autre côté, l'incapacité, du point de vue des musulmans, à produire des vrais processus d'indépendance financière et de processus d'indépendance intellectuelle et religieuse. C'est une évidence. Nous sommes aujourd'hui dans ces balbutiements-là, mais il faut les reconnaître. Donc, moi, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est de voir en Europe comme ceci, comment il y a des mouvements de fond qui se font, comment ceci est particularisé aussi au niveau des sociétés, mais comment, peu à peu,
on voit apparaître ici et là, en Angleterre, en France, ici, en Espagne, en Belgique, de la même façon, de façon complètement indépendante, de façon semi-indépendante, des processus d'institutionnalisation. Et ça m'amène à ma deuxième partie et en même temps ma conclusion, sur laquelle j'aimerais terminer, c'est de dire une chose sur la question de la transnationalité. Parce que ça, encore une fois, je dis souvent attention à ne pas confondre la question de l'islam en Europe avec la question de l'immigration. Et d'ailleurs, Felice D'Aceto m'a plusieurs fois la remarque autour dans nos différentes discussions, au débat. Il dit ça n'est pas la même chose, mais on ne peut pas les différencier complètement parce que le processus d'immigration est un processus qui continue, et ça c'est parfaitement vrai. On le voit d'ailleurs de plus en plus, comment l'immigration est parfois utilisée par certains pour remettre en cause les processus nationaux. Donc on ne peut pas les déconnecter. Mais par contre, il ne faut pas les confondre, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux réalités qui sont distinctes et dont on doit se poser la question de savoir comment on aborde leur connexion potentielle. Mais ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est une chose importante sur le rapport au pays d'origine. Parce qu'on assiste à un triple phénomène, tout à fait paradoxal pour certains de ces phénomènes, tout à fait paradoxaux pour certains de ces phénomènes. Le premier phénomène est celui qu'on a pu remarquer dans un certain nombre de communautés, c'est l'arrivée en Europe ou en Occident, l'installation, et puis comme toute migration, comme tout migrant dans un premier temps, on se protège de la société environnante en s'appuyant sur une approche assez conservatrice. Parfois, elle confond le culturel et le religieux, mais elle est conservatrice. Et cette approche conservatrice, je ne pose pas de jugement de valeur ici. Je constate simplement qu'il y a certains nombres qui sont venus et qui sont partis du principe le seul moyen de se protéger de l'influence occidentale et d'une culture qui minerait nos principes religieux, c'est de se protéger par des positions assez claires. Ça, c'est halal, ça, c'est haram, c'est-à-dire ça, c'est licite, ça, c'est pas licite. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de se rendre compte que certaines des communautés qui se sont installées et qui sont venues à une position conservatrice, pour certains d'entre eux, quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils sont plus conservateurs que leur pays d'origine. En d'autres termes, ils aperçoivent qu'en fait, on a plus évolué. Je l'ai rencontré plusieurs fois avec des gens qui viennent du Maroc, de la Jordanie, de la Turquie. Ils sont restés très conservateurs pour se protéger, mais leur pays a évolué. Donc quand ils retournent, c'est en Turquie ou au Maroc qu'on a plus évolué en pensée religieuse. Et donc, par exemple, une chose assez intéressante avec un certain nombre de mouvements marocains sur la question de la femme, des positions assez fermées par rapport à cela en Europe, mais ça a énormément évolué au Maroc. Et quand ils retournent, ils s'aperçoivent que la femme au Maroc a plus évolué que certaines femmes marocaines en Occident. Mouvement paradoxal qui se comprend par l'histoire, qui se comprend par la migration, mais il faut se rendre compte. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'une fois qu'on a dit cela, il faut se poser la question de savoir comment on fait évoluer la pensée là. Ce n'est pas en stigmatisant les gens en disant qu'ils sont conservateurs, c'est en les réconciliant avec un débat interne à la tradition musulmane, mais aussi à la société européenne, que les choses doivent se faire. Deuxième des choses qui me paraît aussi importante, c'est, et ça c'est un mouvement, moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore une fois, je l'ai dit depuis 20 ans, mais pas de façon exclusive, il y a des mouvements en Europe qui ont fait évoluer la pensée musulmane, qui ont posé des questions, qui ont prouvé qu'on pouvait rester musulman tout en étant européen, et ces mouvements-là, qui sont des mouvements de réforme, qui sont des mouvements de réflexion profonde, ont renvoyé au pays d'origine des vrais questionnements sur la question de la laïcité. Par exemple, aller retourner au Maroc et puis de faire une conférence sur quelle laïcité pour le Maroc, c'est une question importante, le statut des femmes. Et ça, c'est aussi important, c'est que le mouvement inverse existe aussi. C'est-à-dire que la capacité du débat démocratique en société européenne a permis l'ouverture du débat démocratique, enfin pas le débat démocratique, on est loin de la démocratie dans certains pays majoritairement musulmans, mais enfin à renvoyer des questions intéressantes. C'est vrai, par exemple, en Indonésie, au Pakistan, dans toute l'Afrique du Nord. C'est une réalité dans toute l'Afrique du Nord, où on a une vraie, si vous voulez, là, leur transnationalité dans le transfert des idées et des questionnements. Et ça, c'est très important. Dans le livre Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, la thèse fondamentale, c'est que les musulmans d'Occident vont avoir un impact énorme sur les musulmans du monde musulman. Mais attention, pas exclusif, parce qu'il y a des gens qui sont très contents quand je dis ça. C'est encore nous qui allons les civiliser ou qui allons. Je veux dire, j'ai fait une émission à la télévision suisse romande et une femme vient vers moi, elle me dit à la fin de l'émission, elle me dit c'est bien, vous avez l'esprit ouvert, mais c'est parce que vous êtes né en Suisse. Du style,
Du style, ça vient de nous encore. Non, mais il faut faire attention. La description d'un monde musulman qui n'évoluerait pas, dans lequel il n'y a pas le plus opposé à l'intégration par le civil et le citoyen, qui refusent ces concepts, qui disent ça n'est pas vrai, c'est du mensonge, et qui en même temps peuvent parfois se tourner vers des postures conservatrices, voire radicales de l'islam, il y a, la majorité d'entre eux sont les Afro-Américains. Les Afro-Américains, et de la même façon, qu'est-ce que c'est? Les Afro-Américains, c'est en fait des citoyens. Ce n'est pas à eux qu'il faut aller dire vous êtes des immigrants. Eux, ils sont là depuis plus longtemps que beaucoup de Blancs. Ce sont des natives, c'est-à-dire, enfin, pas des natives selon la formule américaine, mais c'est la vraie citoyenneté américaine. Et en fait, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire que comme ils vivent la discrimination raciale, comme ils vivent le non-accès à l'égalité du droit citoyen, ils se retournent contre ces propos-là, affirment qu'il y a une citoyenneté de seconde classe et se retournent vers des identités secondaires qui les structurent. Et souvent, c'est la religion. C'est-à-dire qu'ils se convertissent à l'islam ou qu'ils ont des postures conservatrices et radicales. Et vous avez un mouvement salafi, c'est-à-dire littéraliste, ceux qu'on appelle ici les wahhabis, très important dans leur rang. Pourquoi? Parce qu'en fait, à eux, on ne va pas leur dire il faut vous intégrer. Ils sont intégrés. Ils disent mais c'est du mensonge, vos intégrations. Vous nous parlez d'intégration, mais sur le marché de l'emploi, on n'a pas nos droits. Quand on est un accusé noir, on a 5 fois plus enfin, vous connaissez tout ça, tout ce qui se passe en termes de discrimination raciale. Mais écoutez bien, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez ce modèle-là et que vous l'amenez en Europe, vous allez vous rendre compte que dans certaines sociétés, comme la société française, qui est une de celles qui a historiquement la plus longue présence musulmane et la plus importante aujourd'hui, comme en Angleterre, eh bien vous apercevez que ce sont des gens qui sont nés ici, qui ont vécu ici, qui vivent la discrimination sociale et qui se retournent vers la radicalité religieuse. Vous ne me reconnaissez pas le droit à mes droits, donc je me retourne vers autre chose. En d'autres termes, la non-résolution de la question socio-économique en matière d'intégration première ou son islamisation immédiate est une erreur. En fait, ça devient une question musulmane parce que ça n'a pas d'abord été une question socio-économique. Donc on en fait une question religieuse. Et ça, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est ce que nous disent des rapports qui nous disent attention, si vous ne vous occupez pas de la question socio-économique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une vraie question socio-économique, elle peut se transformer pour certains des acteurs en question religieuse, c'est-à-dire mon identité de combat parce que vous ne reconnaissez pas ma communauté de droit. Ma communauté de droit. Et donc ça, je crois que ça m'amène à ma conclusion. À partir de cela, là, on s'aperçoit aussi de ces liens. Là, on est vraiment dans des questions c'est pas vrai que ça... Vous savez, tout ce qu'on dit sur la question du radicalisme, le radicalisme a à voir avec l'intégration, c'est pas vrai. Il se pourrait que ce soit pas le... Là où on a construit de la transnationalité, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être vraiment des questions endogènes mal gérées. Et quand il devrait y avoir transnationalité sur la question de ces références et de ces débats-là, nous ne sommes pas assez au fait. Donc, je termine en disant simplement qu'il faut que nous prenions acte de la réalité de cet enracinement et de cette présence qui a évolué, qui a un dialogue extrêmement important entre les sociétés musulmanes, mais qu'il faut comprendre une chose, parce qu'il y a réellement enracinement, parce qu'il y a une vraie présence et qu'elle est de plus en plus visible, nous ne pouvons pas ne pas répondre à la question qui se transforme en question, qui est une question de peur dans les populations européennes. La visibilité pose la question du futur de nos sociétés. En Suisse, une initiative va réussir. Là, le mois prochain, ils vont réussir à avoir leurs 100 000 en Suisse en disant les minarets sont l'expression de l'installation musulmane et du djihad islamique en Suisse. D'ailleurs, le minaret ressemble à une fusée. Donc, il faut vous rendre compte de cela. Mais ça correspond exactement au débat qu'on a eu sur le foulard, sur la nouvelle visibilité. Il y a une vraie question. Donc, il faut qu'on se rende compte que la dimension positive de la présence suscite des craintes légitimes qu'on ne peut pas ne pas regarder en face. Elles sont réelles. Deuxième des choses, c'est la question de l'immigration. Encore une fois, ne pas la connecter. Nous ne sommes pas en train de parler d'immigration, nous sommes en train de parler de questions européennes, de sociétés européennes qui doivent travailler avec leurs questions socio-économiques. Mais la question de l'immigration est une question qu'on doit gérer. L'Union européenne nous annonce entre 20 et 20 millions de besoins en travailleurs pour la prochaine génération. Et ce qu'on fait de fou, c'est qu'on durcit nos lois. Donc l'économie en a besoin et notre résistance culturelle les rejette. Et ça donne quoi? Ça donne des clandestins qu'on criminalise.
Et ces clandestins qu'on criminalise, en plus qu'ils sont des immigrés, parfois on utilise des anecdotes qui viennent d'eux, de ces immigrants, pour dire, regardez, l'islam a un problème avec l'Occident. On prendra un cas d'une violence domestique qui vient de l'immigration. Alors qu'on devrait faire le contraire, on devrait utiliser les citoyens pour aider les immigrants. Non, on utilise les immigrants pour jeter la suspicion sur les immigrés, sur les résidents. Et là, c'est une vraie question. L'immigration, c'est une question fondamentale de notre futur. On ne peut pas ne pas en parler. Mais encore une fois, elle n'a rien à voir avec l'islam, elle a à voir avec l'Europe et la conception que nous avons de nous dans le futur. Et mon dernier point, c'est on ne peut pas non plus éviter de parler de la radicalisation. Est-ce que oui, là je viens d'avoir des journalistes tout à l'heure, est-ce que la radicalité ou la radicalisation est un phénomène? Je veux dire, moi ça fait 2 ans que je vis en Angleterre, tous les jours, des séminaires, la radicalisation, l'extrémiste, et vous, ici, en Espagne, avec ce qui s'est passé à Madrid, la vraie question c'est, est-ce que nous assistons à cela? Donc là, on doit avoir aussi une discussion très, très, très claire. La radicalisation n'a rien à voir avec l'intégration, mais elle a à voir avec 2 questions fondamentales pour nous. La première, c'est un discours religieux. Le refus et la condamnation de ceci par un discours religieux extrêmement clair, mais une vraie question politique aussi, c'est-à-dire une vraie discussion sur les stratégies et les considérations politiques. Le refus du terrorisme, là maintenant, la condamnation du terrorisme ne peut pas ne pas nous envoyer une question, non pas qu'il le justifie, il n'y a pas de justification à tuer des innocents, point, on est d'accord? Mais on ne peut pas ne pas entendre des gens qui disent c'est vrai, d'accord, mais vous avez un devoir de cohérence. Vous ne pouvez pas appeler à la démocratie et travailler avec des dictateurs. Vous ne pouvez pas ne vous occuper sur la scène internationale que vos intérêts. Vous ne pouvez pas accepter d'aller tuer des gens en Irak en laissant entendre que leur vie a moins de valeur que la vôtre. Vous ne pouvez pas laisser tomber des bombes sur l'Afghanistan en disant que la vie des Afghans n'est pas aussi importante que la vie des Américains. Vous ne pouvez pas accepter la torture. 53% des Américains, dans un sondage qui vient de paraître, ont dit qu'ils admettaient la torture en certaines situations. Ça pose des problèmes, ça pose des vraies questions. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est des questions qui nous sont renvoyées à nous. Merci.